à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre les raisons de la terrible défaite du 10 mai 1940. À la surprise générale, Adolf Hitler lance ses armées sur le front occidental pour faire l'invasion de la France. Le 22 juin, les forces françaises sont anéanties et le maréchal Pétain signe à Rotonde un armistice humiliant. Comment expliquer ce désastre foudroyant? Venez avec moi pour le découvrir. Durant la guerre d'Espagne 1936-1939, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain refuse d'aider le gouvernement républicain espagnol et le gouvernement de Léon Blum ne peut déroger aux accords de l'entente cordiale franco-britannique, ce qui permet au général Francisco Franco d'établir son emprise en Espagne et à Hitler et Mussolini d'intervenir aux côtés des nationalistes. L'Union soviétique de Staline, quant à elle, soutient à partir d'octobre 1936 les républicains espagnols en vendant du matériel de guerre et en envoyant des formateurs militaires pour organiser leur résistance. Pendant ce temps, le 30 septembre 1938, les accords de Munich avalisent l'annexion des Sudètes à Hitler. Avant de signer cet accord, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain avait rencontré 3 fois Hitler, sachant que le Royaume-Uni n'était pas suffisamment armé pour faire face aux ambitions du Troisième Reich, tout en sachant que les populations britanniques et françaises ne voulaient pas d'une nouvelle guerre, ce que Hitler savait pertinemment. Lors de son retour à Londres, Chamberlain déclare « Mes bons amis, pour la 2e fois de notre histoire, un Premier ministre britannique revient d'Allemagne, apportant la paix dans l'honneur. Je crois que c'est la paix pour notre temps. Retournez à la maison et dormez paisiblement. » Mais le 15 mars 1939, le Troisième Reich fait l'invasion de la Bohême-Moravie, partie occidentale de la Tchécoslovaquie. Pour s'assurer d'avoir les mains libres, l'Allemagne signe le 23 août 1939 le pacte de non-agression germano-soviétique, où les deux pays s'entendent notamment sur un partage de la Pologne et dans un premier temps sur la neutralité de l'Union soviétique dans le conflit à venir à l'Ouest. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne sans déclaration de guerre et après d'intenses bombardements. Le Royaume-Uni et la France, comme vous l'avez deviné, déclarent la guerre à l'Allemagne 2 jours plus tard, le 3 septembre. C'en était trop pour ces deux nations qui ne voulaient plus rien accepter et céder à l'Allemagne. Après l'invasion de la Pologne, commencée le 1er septembre 1939, les Alliés déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. 4 jours après la déclaration de guerre, l'armée française, commandée en chef par le général Gamelin, franchit la frontière allemande le 7 septembre 1939 pour pénétrer en Sarre avec 9 divisions. À la suite de l'offensive de la Sarre, les troupes françaises avancent de 10 km en territoire allemand, où les populations civiles ont été évacuées et mises à l'abri des combats. De plus, tout ce qui permet de rivaliser est emporté ou saboté. Des dizaines de milliers de mines antipersonnelles et anti-chars sont installées sur les routes, les chemins, les ponts, les places et dans les maisons. Le 8 septembre, les 2 groupes de reconnaissance sont atteints par les mines, conduisant les survivants à renoncer. Plusieurs dizaines de chars français sont détruits par des mines. La Seconde Guerre mondiale aurait pu prendre un autre visage. Du 3 septembre 1939 jusqu'au 10 mai 1940, durant la drôle de guerre, l'état-major français attend l'attaque allemande, emprisonné dans une conception défensive de la guerre. Or, en à peine 6 semaines, l'armée française, dont certains ont dit qu'elle était la plus forte du monde, est vaincue, écrasée, humiliée. C'est une guerre éclair, le Blitzkrieg, qui a eu raison d'elle. Pourtant, les Allemands n'ont jamais imaginé un tel scénario, au contraire même. En effet, le 10 mai, la Wehrmacht lance une offensive fulgurante sur l'ouest de l'Europe. Elle passe par les Ardennes avant de percer le front de Sedan, où les Alliés ne les attendaient pas. Vous imaginez, la surprise est totale. L'effet de surprise, combiné avec les erreurs du haut commandement français, est la clé de la victoire allemande. Après des dizaines de reports, Hitler a pris la décision de lancer ses armées sur l'ouest, et malgré les réticences de certains de ses généraux,
qui savent que les Alliés ont autant de matériel, voire plus qu'elles-mêmes. Le matériel allemand n'est pas très moderne. Sur 157 divisions capables de combattre, seules 16 sont motorisées. Les autres avancent à la vitesse des fantassins, comme lors de la Première Guerre mondiale. Toutefois, la force de l'attaque allemande réside dans la concentration d'un maximum d'avions et de chars blindés dans les Ardennes. Les Alliés n'ont ainsi pas le temps de rassembler leurs troupes pour barrer la route à la Wehrmacht. Le commandement allemand est en outre très discipliné et l'utilisation combinée de toutes les armes ne leur pose aucun problème. Tandis qu'en France, seuls quelques officiers dans les années 1930, dont le colonel Charles de Gaulle, ont fait pression sur les autorités pour penser une stratégie offensive. Le 10 mai, des parachutistes allemands atterrissent sur le sol hollandais et prennent les ponts, les fortifications frontalières, afin de couper tout contre-attaque. Des panzers, épaulés par l'infanterie, pénètrent aux Pays-Bas. Au même moment, ils foncent alors vers Rotterdam. 5 jours plus tard, les Hollandais capitulent. Parallèlement, 7 divisions de chars Panzer sont lancées vers le Luxembourg et la Belgique. Le 12 mai, les Allemands ont atteint la Meuse. Hitler est très surpris par un tel succès. De son côté, le général Gamelin, chef des armées françaises, tombe dans le piège du plan Manstein. Les alliés franco-britanniques se précipitent vers la Belgique, quand les Allemands se ruent vers une zone où les fortifications massives n'existent pas. Contournée par l'ouest, la ligne Maginot ne sert à rien. Les Ardennes belges sont donc franchies sans grande difficulté par la Wehrmacht et les avions de chasse de la Luftwaffe. Le 15 mai, les Panzers sont à Sedan et à Dinan, ce qui permet d'atteindre ensuite l'Oise le 18. Les assaillants viennent de casser la ligne de front française et ouvrent une brèche de près de 90 km. Imaginez la panique dans les rangs français. Ils provoquent une panique également sur les arrières de l'armée française, désorganisant totalement les communications entre elles. Le commandement français semble totalement défaillant, incapable d'envoyer une armée de réserve pour empêcher les Allemands de marcher vers la mer et d'encercler les armées alliées situées au nord. Français et Anglais essayent de contre-attaquer entre le 16 et le 22 mai, mais en vain. Abbeville est prise le 20 mai et les côtes de la Manche sont atteintes la nuit suivante. Le commandement allemand a réussi à couper en deux les armées franco-britanniques. Un espoir surgit avec une contre-offensive britannique du 21 mai au soir. Hitler s'en inquiète et demande aux Panzers de stopper leur manœuvre, qui consiste à essayer de rejoindre les ports de la Manche entre le 22 et le 26 mai. L'infanterie est en retard derrière les chars. Hitler et les chefs allemands se souviennent avec effroi de la bataille de la Marne en septembre 1914, perdue, laissant s'échapper la possibilité d'entrer dans Paris. L'armée belge capitule le 28 mai, Weygand, qui a remplacé Gamelin, a alors peu de moyens pour défendre un front de 280 km de long. Depuis le 26 mai, les chefs militaires alliés semblent incapables de rétablir un front continu. Pourtant, sur le terrain, les soldats se battent avec ténacité, mais sont souvent mal commandés, comme vous le savez, devant affronter ordre et contre-ordre permanent. Weygand échoue dans sa tentative de débloquer la situation dans les Flandres et de dégager les soldats alliés. Fin mai, 45 divisions alliées sont contraintes de se replier sur la région de Dunkerque. Près de 1 million de soldats alliés sont coincés dans les Flandres entre les unités de la Wehrmacht. L'arrêt des blindés allemands permet aux Alliés d'évacuer 338 226 soldats par la Manche entre le 26 mai et le 4 juin, dont 123 095 Français. Le 29 mai, 120 000 hommes ont pu être évacués, mais les avions allemands mitraillent les plages et les pontons d'embarquement. Ils coulent 3 destroyers et 21 autres bateaux. L'opération est possible grâce à la ténacité de Winston Churchill, parfois contre son propre cabinet de guerre. Il en appelle à tous les bateaux civils et militaires pour sauver des milliers de soldats de la capture. Cette évacuation donne lieu à des tensions très vives entre les commandements français et anglais. Les chefs anglais souhaitent rembarquer les soldats anglais en priorité,
Mais le Premier ministre britannique intervient le 31 mai, en imposant d'évacuer également les Français. Le 1er juin, des soldats français peuvent prendre aussi la mer. Les soldats alliés, trop nombreux, ne peuvent pas partir vers la Grande-Bretagne, faute de temps et de moyens d'embarcation, comme vous vous en doutez. Les Allemands sont déjà dans les dunes de sable, Dunkerque est en grande partie détruite. Le 4 juin au matin, la dernière rotation est effectuée entre la France et l'Angleterre. Quelques 35 000 soldats alliés deviennent captifs des Allemands, tandis que 500 000 autres, piégés dans les Flandres, sont aussi faits prisonniers. Sur le plan militaire, pourquoi une telle défaite, vous devez vous demander. Le grand médiéviste et capitaine de réserve exécuté par les nazis en juin 1944, Marc Bloch, a très bien résumé la situation, rédigé pendant l'été 1940. Quoi que l'on pense des causes profondes du désastre, la cause directe fut l'incapacité du commandement. La classe politique française aussi a failli. Pour le général de Gaulle, qui lance son appel à la résistance depuis Londres le 18 juin, la défaite est due aux erreurs du haut commandement, surpris par la force allemande. De son côté, le maréchal Pétain cherche des responsables partout, sauf dans le monde des chefs de l'armée. Pour lui, les armées françaises ont perdu car les Français n'ont pas eu l'esprit de sacrifice et n'ont pas fait assez d'enfants pour rajeunir le pays depuis 1918. Il incrimine également le manque d'armes. Les deux armées sont à peu près égales en effectifs et en matériel en mai 1940. Les Français possèdent même plus de chars que les Allemands. Toutefois, ces derniers ont un avantage indéniable dans les airs. Les Alliés ont plus d'avions, mais beaucoup ne sont pas opérationnels. Dans les années 1930, la France n'a pas consenti d'efforts assez importants pour équiper et moderniser ses armées. De même, quand les chars allemands, mieux reliés par radio, sont ravitaillés en carburant avec des bidons, ceux des Alliés le sont par des gros camions. Le haut commandement français a été dépassé sur le plan tactique, incapable de se relever de la guerre de mouvement allemande. Les grands chefs avaient toujours la tête dans la guerre précédente. L'ennemi a su regrouper massivement un maximum de forces dans les Ardennes, avec des avions de combat et des blindés. Les Français sont allés au contact de l'attaquant avec des forces dispersées et mal combinées et mal commandées. La France, l'une des plus grandes puissances du monde, n'a plus d'armée au terme de l'armistice franco-allemande du 24 juin 1940. Seule une petite armée de quelques dizaines de milliers d'hommes lui est concédée. Comme on l'a vu avant l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, élu celui du 17 juin, ce jour-là, le maréchal Pétain demande aux Français de cesser le combat face à l'ennemi allemand. Quelques jours plus tard, l'armistice signé clôturait la bataille de France, débutait seulement 6 semaines plus tôt. De forces égales numériquement, l'armée française est pourtant défaite par une armée adverse, mieux préparée, mieux organisée et mieux commandée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.